Bonjour à tous, bienvenue dans ce web show, premier web show de la saison 2019. Ravi de vous compter parmi nous. Alors juste avant de démarrer, on va faire un petit test. Je vais vous demander si vous entendez correctement les paroles qui sont données au micro. Si vous n'entendez pas, vous pouvez utiliser le chat sur le côté pour nous communiquer un problème ponctuel et nous le résolverons aussi vite que possible. Alors, donc, on va démarrer ce webinaire dédié à la convergence des technologies donc, au service du bâtiment intelligent. Donc, on entend beaucoup parler de ce thème de bâtiment intelligent qui est un phénomène qui est réel. Et donc qui entraîne des modifications profondes dans la façon dont on construit les bâtiments et notamment dont on construit les infrastructures de câblage associées. Alors, ce sera un web show qui sera divisé, je veux dire, en 3 parties globalement, avec 3 intervenants, chacun étant spécialisé dans son métier. Donc, je démarrerai le web show. André Leclerc, je suis en charge de la business unit système de câblage cuivre et optique au sein de Connectis Gigamedia. Ensuite, Benoît, qui est assistant chef de produit sur la partie rack and enclosure, ou qu'on appelle plus communément armoire, baie et coffret. Et ensuite, Luc, qui interviendra donc sur la partie composants actifs et équipements réseau, qui vous précisera en fait certaines informations sur les applications en elles-mêmes et les terminaux associés. Alors, pour démarrer cette présentation, on a souhaité revenir sur les influences à la fois externes et internes au bâtiment, qui amènent une certaine transformation de ce même bâtiment et également sur la transformation des usages qu'on peut faire de la technologie au quotidien, qui vont forcément avoir un impact sur l'infrastructure de câblage. Et on a souhaité de fait vous présenter une solution novatrice qui a été mise en place par nos équipes et notamment par Benoît qui interviendra par la suite, qui est le Selling Box, qui est une approche de câblage structuré avec un câblage en faux plafond pour garantir un niveau de service maximum dans les bâtiments d'aujourd'hui et de demain et donner plus de flexibilité à ces installations au travers desquelles beaucoup de services communiquent, beaucoup de services distribués et beaucoup de technologies et d'équipements vont communiquer. Et enfin, on terminera sur un bâtiment au service des usagers avec des applications mises en pratique réellement et les incidents sur ces applications et les choix opérés concernant ces applications. Alors, pour démarrer, prenons un peu de recul et regardons dans quel écosystème global se situe le bâtiment. Donc, dans nos environnements quotidiens, on voit une perpétuelle amélioration des technologies qui sont autour de nous. On est dans un environnement qui devient de plus en plus technologique, que ce soit au travers de la ville intelligente, au travers des réseaux de transport, au travers des réseaux de communication cellulaire qui sont installés. Donc, je pense qu'on a tous entendu parler à un moment donné des phases de déploiement des réseaux de 5e génération, par exemple, au niveau des communications cellulaires. Donc, tous ces phénomènes, je vais dire, et toutes ces modifications profondes font que le bâtiment se transforme également. Le bâtiment se transforme également puisqu'il est partie intégrante de cet écosystème global et ça a des implications diverses et variées sur le bâtiment et sur son infrastructure. Alors, dans les influences majeures qui impactent le bâtiment, c'est la percée d'Internet, bien évidemment, qui arrive en premier lieu. On parle d'un Internet de tout, donc de tous les équipements, partout et pour tout. Donc, pour tout équipement potentiellement connecté au réseau. Et c'est le phénomène plus global qu'on appelle l'Internet des objets ou l'IoT dans son appellation anglaise. Et donc, le point commun à tous ces systèmes, c'est qu'à un moment donné, ils se connectent à Internet pour fluidifier les communications, pour relever et analyser des informations, améliorer le contrôle, prévenir des pannes et enclencher des scénarios prédictifs. Donc, le nombre d'objets est en explosion, le nombre d'objets connectés au réseau et connectés à Internet. Et donc, l'IoT ou l'Internet des objets joue un rôle prépondérant dans ce schéma. Et lorsqu'on parle d'IoT, on parle de terminaux, d'objets à la périphérie du réseau, qui finalement sont le cœur de la donnée, puisque les données vont émaner de ces objets. Et la donnée aujourd'hui est quelque chose qui se monnaie, est quelque chose qui représente un enjeu fondamental pour bon nombre d'entreprises et qui est au cœur des stratégies d'entreprise. Et c'est pourquoi forcément, cela va avoir un impact sur toutes les sphères
à la fois la sphère privée, publique, la sphère au niveau de la ville et au niveau également des bâtiments tertiaires. Alors, cette évolution technologique qu'on appelle Internet des objets et qui est un phénomène global s'accompagne également par le déploiement de réseaux à très très haute performance tels que la 5G qui vont permettre justement de venir, je vais dire, collecter toutes les infos qui sont émises par ces équipements et des réseaux avec une fiabilité très améliorée, donc avec une latence réduite et également des temps et des vitesses de communication qui sont des vitesses records. Donc certes, la 5G n'est pas encore déployée aujourd'hui, mais elle va être déployée très rapidement et cela va forcément avoir un impact sur nos usages, sur nos modes de consommation. Alors si on se remet plutôt dans la perspective bâtiment, comment se matérialise l'IoT dans le bâtiment? En fait, l'IoT dans le bâtiment, c'est tout simplement en fait des équipements qui se connectent au travers du réseau Ethernet IP et qui également sont connectés donc à l'internet. Donc l'IoT en fait dans le bâtiment, c'est peut-être pas ce qu'on peut se représenter comme étant de l'IoT, comme une montre connectée, une brosse à dents connectée peut-être ou une laisse pour chien qui est connectée, mais ce sont plutôt des équipements qui vont se connecter au travers du réseau. Donc quand on parle d'équipement, on parle de systèmes, donc de systèmes qui permettent les opérations dans le bâtiment, qui permettent le fonctionnement du bâtiment. Et quoi qu'il en soit, si on regarde les chiffres, on se rend compte que peu importe l'analyste qui a fait l'étude, on se rend compte qu'on arrive à un point de rupture au niveau et un point d'explosion au niveau du nombre d'équipements qui vont se connecter à l'Internet. Donc 2020 est véritablement à la croisée des chemins puisque on va assister à une explosion du nombre d'équipements qui vont se connecter à l'Internet. Et on va assister à ça non seulement de manière globale au travers de nos usages quotidiens dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie professionnelle. Puisque si on regarde de plus près l'Internet des objets dans les bâtiments tertiaires, on se rend compte que la tendance est totalement similaire à la tendance globale de l'Internet des objets. Et donc, on va avoir une multiplication assez forte du nombre d'objets, ne serait-ce que horizon 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, donc c'est quasiment aujourd'hui. Alors, dans les équipements qu'on connecte et qu'on considère comme étant l'IoT dans les bâtiments, on retrouve notamment tout ce qui est système d'éclairage intelligent en LED, également tout ce qui est système CVC et la sécurité, notamment la vidéoprotection, des choses comme ça. Alors, le nombre d'objets et l'hétérogénéité en fait dans les bâtiments vont poser des défis techniques dans les infrastructures de câblage qui permettent de supporter les communications issues de ces différents équipements. Puisque jusque présent, les équipements qui communiquaient, on va dire, sur l'infrastructure de câblage réseau étaient majoritairement des équipements IT. Ici, on va retrouver un set d'équipements qui seront des équipements qui ne seront pas des équipements nativement IT, qui n'auront pas forcément des interfaces nativement IP, etc. Et tout ça va générer quelques challenges à relever dans les bâtiments. Une chose est sûre, c'est que le bâtiment se digitalise, donc se numérise, et cela est en grande partie dû au phénomène à l'essor de l'Internet des objets. Alors, tout ça amène une transformation également donc, dans les usages. Donc, les évolutions technologiques fortes telles que l'IoT, telles que la 5G, entraînent des modifications de nos comportements quotidiens. Donc, dans la modification de nos comportements quotidiens, notamment, on a une fluidification dans la consommation des données qui requièrent un débit, une vitesse de transfert qui est assez importante, et notamment, surtout sur la vidéo. La vidéo représente quelque chose qui est au cœur de nos modes de consommation et qui va requérir véritablement une performance optimisée pour pouvoir lire les contenus de manière fluide. Et c'est quelque chose qui va être réellement également au cœur des stratégies d'entreprise. Alors, cette vidéo, on la consomme également au travers de nos espaces de travail. Et on a un espace de travail qui se numérise également fortement. Donc la collaboration, notamment avec tous les systèmes de vidéoconferencing, de communication unifiée, vont poser également des défis techniques majeurs dans les infrastructures de câblage et dans les infrastructures réseau également. Et notre environnement de travail, notre espace de travail est en train de se modifier lié à ce premier phénomène qui est la consommation de vidéo. Alors, c'est lié à la consommation de vidéo, mais ça peut également être lié
à la façon dont les espaces doivent être conçus pour répondre aux besoins des différentes générations qui travaillent dans ces espaces de bureau. Donc l'influence des générations Y et Z, par exemple, qui ont un mode de consommation totalement différent et qui cherchent plutôt qu'un je veux dire, un revenu, un salaire, un niveau de salaire, vont chercher aussi beaucoup le confort dans leur travail, vont chercher à avoir également une mobilité totale qui sera possible grâce à un mix technologique filaire et non filaire, puisque c'est le mode de consommation quotidien. Et d'ailleurs, on en a même une pyramide de Maslow et des besoins physiologiques pour ces générations qui se modifient avec une base qui n'est plus simplement un besoin physiologique de manger, par exemple, mais d'avoir à disposition du Wi-Fi performant, de la batterie et une connexion permanente aux divers réseaux au sein des bâtiments. Donc le sentiment d'appartenance également est quelque chose qui est important pour ces générations. Donc l'appartenance au travers de communautés web, de réseaux sociaux. Et donc les générations Z, par exemple, se connectent au travers de leurs propres objets. Donc c'est le phénomène qu'on appelle bring your own device, donc apporter votre propre équipement, et qui est maintenant même dépassé par le phénomène bring your own application, qui veut dire apporter votre propre application, ce qui veut dire que ce qui se traduit par l'utilisation par cette génération Z de ses propres applications au quotidien dans sa sphère professionnelle. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une nécessité aussi que les réseaux qui sont mis en place et les infrastructures qui sont mises en place soient à même d'intégrer ce genre d'applications qui sont à la limite entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Donc, tout ça, bien évidemment, a une incidence sur la façon dont nous concevons les bâtiments, sur la façon dont nous les construisons et les objectifs premiers dans ces constructions. Alors, les objectifs principaux des constructions ou des grandes rénovations, alors dans les 10 dernières années, 15 dernières années, le premier, je vais dire, point qui était essentiel, c'était d'être soucieux de l'environnement et d'adopter une approche qui était green, de baisser les coûts d'énergie et le coût au mètre carré, avec des certifications HQE, LEED, BREEAM, etc. De nos jours, des nouveaux critères deviennent prépondérants, et notamment le bien-être, le service aux usagers, et on parle même de bâtiments en tant que service, donc de bâtiments as a service. Donc ces modifications doivent forcément se refléter dans la façon dont sont conçus les bâtiments tertiaires, et notamment au niveau des infrastructures. De plus en plus d'espaces de bureaux, d'autant plus, sont loués plutôt qu'acquis, donc pour baisser les coûts de possession et pour rentabiliser au maximum les espaces. Donc, apporter un niveau de service dans ces espaces qui sont parfois loués par les promoteurs devient essentiel, puisque le bâtiment doit garder une certaine valeur au fil des années, une certaine rentabilité, une certaine pérennité. Et c'est à cause de ça qu'on voit apparaître en fait des nouveaux labels, donc des organismes de certification qui étaient plutôt orientés sur des certifications orientées sur l'aspect environnemental, qui commencent à s'attaquer au niveau de service dans les bâtiments et qui certifient des bâtiments en fonction d'un niveau de service, en fonction d'un niveau de connectivité et en fonction d'une connexion vers l'extérieur au travers de réseaux de fibre optique, par exemple, ou d'abonnements FTTH, etc. Donc, concernant le bâtiment lui-même et la capacité du bâtiment justement à délivrer du service. Donc, si on regarde de plus près ce qui est nécessaire au niveau des systèmes, au niveau des différentes couches pour pouvoir garantir ce niveau de service, on se rend compte qu'à la base de la pyramide, donc le sommet étant le service délivré à l'utilisateur, entre-temps on trouve les systèmes. À la base, on a un socle commun, qui est l'infrastructure du bâtiment et les systèmes de câblage, qu'ils soient filaires ou sans fil. Donc, quel que soit le système qui va opérer au sein du bâtiment et qui va communiquer pour pouvoir transférer des données, les analyser, commencer à préparer des scénarios prédictifs, pouvoir gérer des rythmes de maintenance prédictifs et également collecter de la donnée pour optimiser le fonctionnement de certains équipements. Donc, quel que soit le système, il va y avoir une nécessité d'avoir un socle conçu correctement, et notamment au niveau de l'infrastructure de câblage
et de la technologie qu'on va mettre sur l'infrastructure de réseau. Alors, en fait, pour ce faire, il y a une nécessité première qui est de pouvoir décloisonner les infrastructures de réseau informatique et les infrastructures qui supportent les services. Donc, c'est la réunification, en fait, de deux mondes dans l'entreprise, le monde de l'infrastructure réseau et le monde de l'infrastructure des équipements qu'on appelle technologie opérationnelle. Donc, ce sont tous les équipements qui permettent le bon fonctionnement du bâtiment. Donc, on assiste à une réunification, en fait, entre, d'une part, le réseau informatique et le facility management. Donc, il y a un décloisonnement nécessaire qui est réel. Pourquoi? Parce que si on continue à cloisonner d'une part le réseau IT et d'autre part le réseau qui supporte le fonctionnement du bâtiment, on va avoir un problème, une interruption dans la communication au niveau des systèmes et des réseaux. Et pour pouvoir garantir une convergence totale vers l'IP, il faut que ces deux environnements puissent se réunir et puissent être traités d'une manière uniforme. Alors, quels sont les impacts de fait sur l'infrastructure de câblage? Donc, je viens de l'expliquer. Donc, il y a une nécessité d'uniformiser, mais également de mutualiser, de rationaliser l'infrastructure de câblage avec éventuellement des nouveaux modèles, puisque les services qui sont en train de converger sur l'infrastructure de câblage réseau n'étaient pas au préalable des services qu'on considérait comme étant des services réseau informatiques. Il y a une nécessité également de pouvoir prendre en charge la gestion bâtimentaire au travers d'une infrastructure de câblage qui soit unique, toujours dans un esprit de rationalisation, de garantir des débits suffisants pour certaines applications qui sont venues s'adosser au réseau que vous connaissez déjà, que sont le Wi-Fi par exemple, ou la vidéosurveillance, et également de déployer des systèmes qui peuvent apporter un bénéfice supplémentaire. Et le bénéfice supplémentaire, c'est le bénéfice d'une technologie comme le PoE, Power over Ethernet, qui permet à la fois de faire communiquer les équipements sur un câble réseau, mais aussi d'alimenter cet équipement. Pourquoi? Puisque tous les systèmes du bâtiment, finalement, ont un point commun. Même les systèmes opérationnels tels que l'éclairage, la ventilation, tels que les systèmes de sécurité comme la vidéosurveillance, etc., ils ont tous un point commun, c'est qu'à un moment, ils requièrent tous une alimentation électrique et que bon nombre de systèmes sont alimentés en courant continu. Et c'est là où, quelque part, l'infrastructure de câblage réseau apporte un bénéfice réel, puisqu'il y a une technologie qui est existante sur cette infrastructure de câblage, qui est le PoE, Power over Ethernet, qui est une technologie d'alimentation au travers d'un seul câble, qui est le câble qu'on appelle vulgairement le câble réseau, le câble 4 paires, qui va permettre à la fois d'effectuer le transfert de données en courant alternatif et de fournir une alimentation à l'équipement distant en courant continu. Alors, je pense que vous êtes tous sensibles au fait que le courant continu prend une place très importante dans les bâtiments et qu'il y a une grosse tendance à installer des alimentations en courant continu et de récupérer aussi les énergies renouvelables et de directement les réinjecter en courant continu pour éviter justement les effets de perte de conversion entre le courant alternatif et le courant continu. Donc là aussi, c'est un bénéfice escompté lorsqu'on vient déployer une infrastructure de câblage réseau pour supporter les services qui sont distribués dans le bâtiment, tels que les réseaux d'éclairage, les réseaux de sécurité, etc. Alors, juste un petit rappel sur le fonctionnement du Power over Ethernet. Donc, le Power over Ethernet jusqu'à présent fonctionnait sur une injection de courant, donc en courant continu, sur deux paires. Donc, le courant étant réparti par groupe de deux paires. Donc, on a sur chaque paire, en fait, une partie du courant qui circule. Et donc, ce qui permettait, avec deux modes de fonctionnement différents qui existants, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, si vous avez des questions, je pourrais y revenir dessus. Et donc, en parallèle, la data qui était envoyée en courant alternatif, ce qui permettait en fait d'alimenter un équipement qui pouvait requérir une puissance maximum de 25,5 watts. Donc, l'équipement source, qu'on appelle le switch PoE, lui envoyait une puissance maximum de 30 watts. Bien évidemment, avec la distance de câblage jusqu'à 100 mètres, on pouvait avoir une chute de tension qui, lorsque on recalcule ça sur la formule de calcul pour recalculer la puissance, va nous donner une chute forcément de puissance, et donc d'où l'écart entre 30 watts et 25 watts. Donc la question qu'on se pose, c'est, OK, par contre, certains systèmes dans le bâtiment peuvent requérir une puissance qui va au-delà de ces 25 watts. Et notamment, si on regarde l'évolution naturelle des systèmes de vidéosurveillance sur IP et par exemple des réseaux de caméras ou des caméras, pardon,
qui vont être positionnés en extérieur avec un caisson thermostatique, un infrarouge, des zooms puissants, etc., on commence à avoir une demande en puissance électrique qui est importante et qui va dépasser les 25 watts que permettait de délivrer le PoE plus initialement. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'une nouvelle technologie PoE a été validée et ratifiée par les différents comités de normalisation, notamment l'I3E, qui va permettre d'envoyer une puissance à l'équipement jusqu'à 71 watts environ, et ce, sur les 4 paires. Donc jusque-là, seulement 2 paires étaient utilisées au niveau du PoE pour envoyer les fameux 25 watts à l'équipement. Et le PoE sur 4 paires ou I3E 802.3 BT, on va avoir une possibilité d'alimentation de nouveaux équipements. Et notamment dans les équipements, on va avoir donc effectivement ces caméras qui vont requérir une puissance plus forte, qui vont être positionnées en extérieur, mais aussi on commence à pouvoir aller alimenter des équipements comme des éclairages, puisque il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur la consommation des dalles LED, et donc on commence à avoir un schéma qui est rationnel, viable, flexible, économique également par rapport à un système traditionnel pour aller alimenter des réseaux d'éclairage, mais aussi des clients légers, par exemple, donc des postes informatiques légers, également des écrans pour de l'affichage dynamique jusqu'à à peu près 32 pouces, mais aussi des terminaux de point de vente dans les magasins, etc. Donc ça devient très intéressant en termes d'exploitation. Donc finalement, la prise réseau RJ45 devient en fait une prise de service universelle dans les bâtiments qui va permettre à la fois de mettre en place la communication pour les systèmes, donc qui va permettre les remontées d'informations entre les systèmes et les plateformes centrales, mais aussi d'alimenter ces systèmes. Et je pense qu'aujourd'hui sur le marché, au niveau mondial, il n'y a quasiment aucune prise d'alimentation qui soit universelle d'un pays à un autre. Donc la prise réseau RJ45, c'est la seule prise aujourd'hui qui est reconnue dans tous les pays. Et donc c'est vraiment une bonne opportunité pour pouvoir déployer des systèmes qui sont beaucoup plus flexibles et plus simples à exploiter. Alors certes, la capacité d'alimentation, c'est une chose, et c'est une bonne nouvelle qu'il y ait une évolution au niveau du PoE pour prendre en charge des systèmes un peu plus gourmands en termes de puissance électrique, mais il ne faut pas perdre de vue un autre besoin majeur qui est la capacité au niveau de l'infrastructure de câblage et au niveau de l'infrastructure réseau à supporter le débit et la vitesse requise par les équipements. Et lorsqu'on regarde certaines applications telles que le Wi-Fi, on se rend compte qu'il y a une évolution très rapide et très forte du débit requis par les points d'accès Wi-Fi, et notamment par les deux dernières générations de Wi-Fi, que sont la 5e génération et la 6e génération, qui peuvent aller demander des débits qui vont aller jusqu'à à peu près 9 gigabits par seconde. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la seule catégorie de câbles ou de composants et la seule catégorie de câblage qui va permettre de répondre à ces besoins, c'est la catégorie 6A. Et c'est pour ça que dans les nouveaux modèles établis par l'ISO 11801, et notamment des modèles ISO 11801 partie 6 qui sont véritablement dédiés aux services distribués dans le bâtiment, donc non plus aux services, on va dire, à réseau informatique, mais aux services qui sont distribués, c'est-à-dire aux applications de sécurité, d'éclairage et autres, voire également le Wi-Fi. On va avoir des modèles différents avec une imposition au niveau de l'ISO 11801 d'installer sur la partie mutualisée horizontale sur des systèmes qui soient 4.6A. Pourquoi? Parce que la 4.6A est aujourd'hui une catégorie de composants qui va permettre de délivrer du 10 gigabits jusqu'à l'équipement. Et c'est la seule aujourd'hui qui permet ça. Donc, si on veut garantir que dans les 3 à 5 années à venir, les bâtiments qu'on installe à l'heure actuelle seront toujours en capacité d'absorber les débits issus du Wi-Fi, il est impératif d'installer des systèmes de câblage catégorie 6A. Donc, c'est très important à ce jour. Dans les autres applications
qui vont amener un lot de contraintes vis-à-vis du débit et des vitesses de transfert. On retrouve également les applications vidéo. Alors certes, certaines applications vidéo sont des flux compressés. Donc là, il n'y a pas de problème, typiquement le streaming, des choses comme ça, ou alors des flux vidéo compressés issus des caméras de vidéosurveillance. En revanche, il y a d'autres applications qui sont en plein essor et qui sont des applications sur lesquelles l'infrastructure de câblage va devoir être en mesure de supporter des flux vidéo non compressés et des flux vidéo de type 4K, ultra haute définition, au travers de protocoles hybrides tels que le HD-BAST, qui est un protocole hybride en fait simplement entre HDMI et BAST, qui est l'Ethernet plus ou moins de l'autre côté, et qui vont requérir une infrastructure de câblage qui va devoir être en mesure de supporter des flux vidéo non compressés jusqu'à 9.2 ou 9.6 gigabits par seconde. Donc, ce qui est réellement un challenge pour les infrastructures actuelles qui seront par exemple déployées en catégorie, qui auront été déployées en catégorie 6, qui ne seront pas forcément à même de supporter ça sur 100 mètres. Donc, le seul modèle viable, encore une fois ici, c'est un modèle qui est basé sur des composants de câblage qui vont être des composants de performance catégorie 6A, qui seront à même de supporter également ces flux sur 100 mètres. C'est la seule option qui va être viable. Alors, dans les autres applications, on va avoir une multitude d'applications qui vont se connecter également au réseau et qui vont converger sur IP, tels que les systèmes de surveillance et tels que l'éclairage. Alors, l'éclairage sur IP et PoE est en plein essor. Pourquoi? Simplement, si on fait un constat, c'est que l'éclairage 1 est présent dans tous les bâtiments. Ça peut parfois être consommateur d'énergie inutilement, donc c'est-à-dire qu'on voit souvent des bâtiments qui sont éclairés la nuit. Donc, il y a une nécessité réelle de mettre en place des systèmes automatisés et des systèmes même prédictifs, voire adaptés en fonction de scénarios propres à l'utilisateur pour les espaces, par exemple, qui seraient partagés, le coworking, des choses comme ça. Un deuxième constat, c'est que les technologies LED sont déjà en cours en continu. Donc, quelque part, la technologie PoE permet facilement d'aller alimenter les différentes dalles qui seraient LED. On a une communication qui est intégrée dans les systèmes d'éclairage intelligent. Et l'avantage de connecter ces systèmes également d'éclairage intelligent au travers d'une infrastructure de câblage réseau, c'est également que le luminaire, par la suite, va aussi pouvoir servir de point d'accès au réseau. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'équipementiers de dalles d'éclairage qui commencent à intégrer des technologies sans fil à l'intérieur des luminaires pour pouvoir donner un accès au réseau au travers des luminaires. Donc, on a vraiment tous les indicateurs qui sont au vert vis-à-vis de cette application. Et c'est pour ça que c'est un sujet très chaud dans notre industrie, l'éclairage intelligent, IP, PoE. Alors, toutes ces applications qui convergent sur une infrastructure de câblage réseau qui était au préalable plutôt étudiée pour des services informatiques, c'est-à-dire pour pouvoir relier des postes de travail, par exemple, pouvoir relier de la téléphonie sur IP, pouvoir relier des points d'accès. Tous ces services supplémentaires qui convergent à amener en fait les communautés de normalisation telles que l'ISO à repenser un petit peu les modèles et à figer des modèles normalisés qui vont permettre de donner les lignes directrices pour construire un bâtiment et construire des infrastructures de câblage surtout qui soient en phase avec les besoins associés à ces technologies. Et donc, lorsque l'ISO 11801 a été révisé en fin d'année dernière, puisque c'était en fin d'année 2017, une nouvelle partie a été mise en place qui est dédiée aux services du bâtiment qui convergent sur IP. Donc, c'est véritablement des nouveaux modèles de câblage qui sont mis en place avec des nouvelles appellations. Pourquoi? Simplement, si on fait un constat et qu'on se dit je continue à faire un câblage avec un modèle qui est plutôt dédié, un modèle IT, dans lequel je vais faire un câblage point à point pour relier les différents équipements, je risque d'avoir un problème à un moment donné dans la flexibilité. Pourquoi je vais avoir un problème dans la flexibilité? Simplement, si jamais j'ai une intervention à faire, un service à ajouter sur le réseau, je vais devoir nécessairement retirer un lien complet qui va aller de l'armoire jusqu'au service en question. Alors que si j'adopte un modèle avec des points de concentration de service appelés comme tel par la norme,
je vais envoyer un câblage qui est mutuel, qui est mutualisé entre l'armoire et un point de concentration de service dans la zone considérée. Donc, je vais établir un zoning en fonction du nombre de services potentiels jusqu'à un point central dans cet espace. Ce point central va réunir un nombre de prises RJ45 qui va permettre par la suite de faire un ajout de service très facilement, c'est-à-dire que il n'y aura pas besoin de retirer un câble complètement de l'armoire jusqu'au service en question. Je vais simplement installer un lien qui va aller de ce point de concentration de service qui va être positionné de manière assez centrale dans l'espace et qui va permettre de mettre en place ce nouveau service qui peut être simplement un service de type contrôle d'accès, par exemple, si on change les accès, un service de type nouveau point d'accès Wi-Fi, etc., etc. Et c'est ce qui nous a amené, en fait, à développer une solution, et c'est Benoît qui va prendre le relais et qui va vous en parler. C'est ce qui nous a amené à développer une solution, justement, de point de concentration, point de mutualisation de ces services, pour pouvoir établir un câblage en faux plafond et pouvoir avoir un point d'accès aux différents services qui sont disponibles dans le bâtiment et qui permettent de mutualiser, en fait, les ressources à ce niveau-là et qui va permettre d'avoir un point d'accès au travers d'un connecteur RJ45 à tous les services qui sont potentiellement distribués dans le bâtiment. Donc, je vais laisser la parole à Benoît qui va vous évoquer cette solution. Alors, merci André. Bonjour à tous. On vient de voir avec André donc, comment se transformera l'infrastructure du câblage au sein du bâtiment. Cela va y apporter la flexibilité requise. Ce que nous allons voir ensemble, c'est comment l'enveloppe 19 pouces va accompagner cette flexibilité. Et cela avec notre nouveau produit, le Selling Box. Alors, je me permets, je reviens sur le schéma précédent. Donc, la structure de câblage et les boîtiers sont installés en amont au sein du bâtiment. Tac, comme on peut le voir ici. Alors, ces points de concentration de service vont apporter une bien plus grande capacité afin de pouvoir accueillir les futurs services nécessaires à la modularité du bâtiment. Ces coffrets, donc, ce sont les Selling Box. On les retrouve ici donc, dans la première configuration en bureau. Divers services sont raccordés à ces coffrets. Vous voyez ici. Alors, les parcs informatiques, la vidéoprotection, l'éclairage intelligent, l'automatisme du bâtiment. Eh bien, voici ce même bâtiment dans une configuration différente. En open space. Les différents services ont disparu pour laisser place à un important câblage Ethernet. Les Selling Box et rocades préexistantes ont permis de déployer rapidement une toute autre infrastructure. De la même façon, on va retrouver ce bâtiment dans une configuration de type espace coworking. Avec cet exemple, on se rend bien compte que toutes ces modifications pourront être réalisées sans grande phase de travaux et en limitant les coûts. Installation d'un cuivre de 10 mètres au lieu de 40, pas de tirage complexe, un déploiement rapide. Alors, on va maintenant se focaliser vraiment sur le Selling Box. Celui-ci est conçu pour accueillir jusqu'à 96 liens Ethernet. Il permet de raccorder très simplement des équipements au réseau IP. Cela va permettre de pérenniser les installations. Une intervention pour ajouter des équipements au bâtiment ne passe plus par une phase lourde de tirage de câbles, ouverture des murs, accès aux gaines techniques et bien d'autres. On intervient uniquement dans le faux plafond. Compact et discret, il s'intègre parfaitement dans les espaces de travail, bureaux, open space. La porte est peinte en blanc, en RAL 9010, ce qui va assurer la continuité esthétique avec les équipements intégrés en faux plafond, de type climatisation, capteur de mouvement, bouche d'aération. Par sa nature, le Selling Box est destiné à recevoir du poids. À pleine charge, 96 liens, ça va représenter 30 kg. Il n'est donc pas destiné à reposer sur le faux plafond seul. 4 points d'ancrage sont prévus pour le fixer à la structure du bâtiment avec des tiges filetées. Comme vous le voyez, les montants 19 pouces de 4 U sont fixés sur le capot. Les 2 U supérieurs sont destinés à recevoir les panneaux de brassage et les 2 autres à organiser un départ propre vers les services du bâtiment, les équipements actifs.
Jusqu'à 96 liens avec des panneaux demi-U, cela va représenter 13 kg de matériel sur le capot, qui est une partie mobile. Alors ça nous amène à une question de sécurité. Pour sécuriser le travail des techniciens, des vérins équipent le Selling Box. Pour éviter d'être surpris, perché sur un escabeau avec du matériel dans les mains, le capot est maintenu en position fermée lorsqu'il est déverrouillé. Il faudra une traction du technicien pour l'ouvrir, et il pourra alors accompagner la descente. Une fois ouvert, le capot est maintenu en position à un angle de 90 degrés. On va alors avoir un accès total au câblage et des montants stables pour y fixer les panneaux. Une fois raccordés, les vérins accompagneront également la fermeture en portant une partie du matériel. La manutention en est ainsi facilitée. Une serrure à clé verrouille mécaniquement l'accès et sécurise l'installation. Alors, je passe à la suite. Dans le fond du coffret, des supports sont prévus. On pourra y fixer les taurons au moyen de colliers auto-agrippants. Ils seront maintenus des 4 entrées disponibles jusqu'à la descente vers les panneaux. De cette façon, l'installateur pourra refermer le coffret en respectant les rayons de courbure. Les ouvertures, passe-câbles, les obturateurs, le lien de masse entre le panneau et le bâti sont fournis également. Ce produit sera disponible à la mi-juin, accompagné d'une plaquette de présentation que nous vous transmettrons à cette occasion. En définitive, ce coffret va permettre au bâtiment de devenir évolutif et modulaire, cela par sa capacité à accueillir très facilement les nouveaux services, avec sa rapidité de déploiement, de réaménagement, une intervention sécurisée grâce au vérin, et en bonus, une installation esthétique avec la disparition des coffrets muraux encombrants et trop visibles sur les open space. Alors les nouveaux services qui vont y être installés, je vais laisser mon collègue Luc vous les présenter. Merci Benoît, bonjour à tous. Je me permets d'aborder pour cette dernière partie du web show et pour rester dans le timing, les nouveaux usages ou la digitalisation du bâtiment qui font qu'on tend à se poser un certain nombre de questions sur les services et usages qu'on doit venir déployer pour les utilisateurs du bâtiment. Alors, je vais commencer par une citation The Economist qui nous disait déjà il y a plusieurs années que la ressource naturelle qui était ou qui est devenue la plus importante et valorisable, ce n'est plus le pétrole, mais c'est la donnée, comme l'avait annoncé d'ailleurs André en introduction de ce webinaire. Et si on le met à l'échelle du bâtiment, on considère la donnée comme un quatrième fluide, au même titre que l'eau, le gaz ou l'électricité, avec ce site différent que il devient celui où la donnée devient le fluide qui va permettre de contrôler l'ensemble des autres et de pouvoir les driver dans le temps. Simplement, si on rentre dans une démarche de vouloir mettre le bâtiment au service des usagers et technologiquement digitaliser son bâtiment, il faut se poser un certain nombre de questions et en premier lieu, être en mesure de savoir miner des liaisons filaires et ou radio dans le bâtiment. Alors, on l'a vu avec tous les systèmes de câblage et les impératifs au niveau des systèmes de câblage avec André, des moyens techniques qui soient fiables, modulaires, robustes et sécurisés avec le Selling Box. Ça veut dire qu'on s'appuie sur, du point de vue des actifs, un matériel actif robuste, des points d'accès Wi-Fi de dernière génération, et qu'on considère de plus en plus le matériel actif non plus comme la cinquième roue du carrosse, mais au contraire comme la colonne vertébrale du fonctionnement de tous les services à l'intérieur du bâtiment. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que ça veut dire qu'on abandonne le recours, vous savez, à ces produits non manageables, faciles de déploiement, qui vont effectivement vous donner un service de connectivité, mais qui ne vous permettront pas de répondre à l'ensemble des prérequis techniques pour déployer les différents objets connectés ou les différents services que vous souhaiterez mettre en œuvre à l'intérieur du bâtiment. Ça veut dire qu'on s'appuie aussi sur une technologie convergente et comprise de tous, qui est l'IP, qui s'avère, et pour la petite histoire, parfaitement sécurisée, même si les esprits chagrins nous diront qu'on peut facilement pirater ou attaquer. Je rappelle que l'IP est né d'un travail de l'armée américaine à la fin des années 70, qui a construit un réseau qui s'appelait l'ARPANET, et ce réseau avait pour but d'être capable de résister à une guerre nucléaire.
Donc on construit et dans le système de câblage et sur le recours des matériels actifs et dans les déploiements à l'intérieur du bâtiment, on s'appuie sur des systèmes qui sont tout à fait robustes et à même de nous fournir les usages d'aujourd'hui et de demain. Évidemment, pour que ce quatrième fluide, pour que cette donnée puisse driver et contrôler l'ensemble des informations du bâtiment, il faut décloisonner et ouvrir les silos métiers entre les différents systèmes pour favoriser l'interopérabilité. C'est la clé de voûte, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bâtiment intelligent si on n'est pas en mesure de faire se communiquer ensemble des outils informatiques ou des outils nativement non informatiques, ce qui présuppose que tous ces systèmes soient ouverts ou potentiellement ouverts et que vous ayez, d'un point un peu plus technique, accès au SDK, au kit de développement des différents applicatifs et aux API qui vont permettre de faire communiquer ensemble de manière ou automatique ou manuelle les différents systèmes les uns avec les autres. Alors ces différents systèmes, André l'avait évoqué aussi en introduction, sont ce qu'on appelle tous ces objets connectés qui ouvrent un champ des possibles et des opportunités qui sont absolument gigantesques dans et en dehors du bâtiment. Alors on peut vous citer tout un tas de chiffres et on en trouvera toujours plus pour vous dire que ça se développe de manière exponentielle. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout type d'objets connectés disponible, il existe plus d'objets connectés sur Terre que d'êtres humains. Et cette tendance ne va faire qu'aller en grandissant. Et ces objets connectés à l'échelle du bâtiment ont pour but de déployer des services de gestion énergétique, gestion technique du bâtiment, services rendus aux usagers. On viendra les détailler un peu plus largement tout à l'heure. Et tous ces objets sont de différents types, capteurs, actionneurs, contrôleurs, nouveaux systèmes, éclairage, systèmes de vidéosurveillance, contrôle de l'accès, etc., qui doivent être, comme le représente d'ailleurs le schéma ici, liés les uns aux autres pour regrouper un écosystème d'objets qui sont à même de nous fournir de la donnée et de réexploiter à l'inverse les services pour prendre des décisions ou appliquer des prises de décision. Ça veut dire qu'on s'oriente de plus en plus vers une approche qu'on appelle building as a service, au même titre que ce qu'on a connu dans le développement de l'informatique ces dernières années, avec le développement du cloud, infrastructure as a service ou data as a service, la mise à disponibilité des outils logiciels, non plus de manière dure sur vos postes physiques, mais en mode hébergé, software as a service, ou plus récemment, les communications unifiées, c'est-à-dire la téléphonie traditionnelle, qui a largement migré vers l'IP dans un mode cloud et hébergé pour devenir également un système de service rendu aux utilisateurs. Ceci étant dit, il faut pouvoir structurer cette démarche. Il ne s'agit pas simplement de se demander, ou en tout cas de concevoir le bâtiment comme un centre de service, mais il faut structurer cette démarche autour de trois pensées, trois couches différentes. Alors, les équipements terminaux qu'on a vu juste avant, qui sont l'ensemble des objets connectés professionnels, et qui vont nous permettre de collecter les données et de remonter ces données au travers de la couche d'infrastructure, le matériel actif, les systèmes de câblage, les points d'accès Wi-Fi, la 5G, enfin tout ce qui permet la connectivité, filaire ou radio, d'où l'importance d'avoir un système fiable et robuste pour remonter l'ensemble de ces données à des outils, des applications, des services cloud, locaux ou hébergés d'ailleurs, qui vont appliquer des prises de décision, de la maintenance prédictive, des usages qu'on détaillera en fin de présentation d'ailleurs pour un cas plus pratique, simplement, et on découpe en trois couches l'accès, ou en tout cas la conception du bâtiment, pour faire en sorte que ces trois couches soient indépendantes les unes des autres, mais néanmoins connectées, et que chacune ait sa propre mission. Le bâtiment devient donc une plateforme de service et plus simplement un bâtiment physique. Et la valorisation de ce bâtiment, la valeur qu'on va pouvoir en tirer est proportionnelle aux usages, à la quantité et au type d'usage et de service que ce bâtiment va pouvoir fournir. En
termes de services, on parle de maintenance et d'exploitation, c'est-à-dire le pilotage des installations, la gestion de cycle de vie du bâtiment, etc. On va parler de gestion d'énergie, le smart grid, pilotage énergétique, efficience énergétique du bâtiment, l'aménagement et l'optimisation des espaces, gestion, optimisation de salles de réunion, par exemple. Le service rendu au bâtiment en lui-même, typiquement sa sécurité et sa sûreté. Le service ou les services qui sont rendus aux usagers, les services généraux. Et puis, ce qui se développe de plus en plus également, le bien-être et la santé, c'est-à-dire le confort rendu aux usagers, la mesure de la santé. Alors, ça peut paraître un peu abstrait. Si je prends 2 exemples types, ça va être au niveau des systèmes d'éclairage, le respect du cycle circadien, par exemple. Et si on prend un concept peut-être un peu plus lointain, serait de fournir un bracelet à des opérateurs de banque qui relèvent en permanence leur rythme cardiaque et qui, si en cas d'augmentation rapide de ce rythme cardiaque, pourrait laisser à penser que un intrus viendrait à pénétrer à l'intérieur du sas de la banque et qu'un danger imminent pouvait être repéré. Donc, on peut envisager tout type d'usage pour les utilisateurs en mettant au centre des questions qu'on se pose également le bien-être et la santé de ces utilisateurs. Le tout étant que ces services s'appuient sur des solutions qui sont interopérables et ce qui est fondamental, basées sur des systèmes ouverts, capables de communiquer les uns avec les autres, de s'imbriquer les uns dans les autres et de travailler ensemble. Grâce à l'évolution d'un certain nombre de technologies, l'infrastructure IP, les matériels IP nous donnent de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités de déploiement. Alors, on vous a parlé de PoE et d'évolution des normes vers le 90 watts. André a aussi évoqué la normalisation prochaine de la 6e génération des réseaux Wi-Fi qui s'appelle le 802.11ax ou Wi-Fi 6. L'arrivée de la 5G, avec des premiers déploiements massifs à l'échelle d'un pays qui sont prévus au Japon l'année prochaine pour l'arrivée des Jeux Olympiques d'été. Des technos de communication longue portée qui nécessitent des investissements moins lourds en infrastructure et qui rendent des services différents de ce que peut proposer aujourd'hui la 4G ou la 5G, tels que LoRa, Sigfox, Narrowband IoT. Et à l'inverse, des technologies de courte portée, type BLE, Bluetooth Low Energy, NFC, RFID, qu'on va pouvoir utiliser pour tracer des produits au sein d'un centre logistique, par exemple, ou pour géolocaliser des usagers à l'intérieur du bâtiment et être en mesure de les guider vers les bonnes salles de réunion, par exemple. Tout ça étant de plus en plus drivé par des ordinateurs, et on va vous parler d'intelligence artificielle, de machine learning ou de big data. Alors, ça peut paraître un peu abstrait, le big data, vous l'avez compris, c'est la somme de toutes les données que ces différents capteurs IoT vont permettre de collecter à l'intérieur du bâtiment et qu'on va tâcher d'exploiter du mieux possible. Et soit on les exploite manuellement par des opérateurs, soit on essaie d'automatiser et de prédire le fonctionnement ou les réponses qu'il faut apporter aux différentes données collectées par ces objets, ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire la capacité qu'ont des ordinateurs à effectuer des prises de décision sur des scénarios pour lesquels ils n'ont pas été explicitement programmés. C'est-à-dire en fonction d'analyses statistiques, être capable de, en quelque sorte, s'autoprogrammer et apporter des réponses sur des scénarios non existants ou non programmés initialement. Et c'est ce qui va permettre également au bâtiment de continuellement être en mesure de s'améliorer par l'exploitation de ces analyses statistiques grâce à l'intelligence artificielle et en particulier le machine learning. Je vais revenir très rapidement sur le PoE et son évolution. Donc, c'est la capacité à pouvoir alimenter à la source, enfin de distribuer à la source 90 watts, de rendre 72 watts au niveau des équipements terminaux, ce qui est bien plus important que ce qu'on pouvait voir auparavant et qui nous ouvre un monde d'usages et de possibilités, je ne vais pas dire quasi infini, mais enfin en tout cas beaucoup plus large que ce qu'on avait par le passé, à commencer par l'éclairage intelligent.
Smart Lighting PoE, les futures générations de points d'accès Wi-Fi qui ne se contenteront pas simplement d'avoir des débits importants de l'ordre de 10 gigabits, mais qui potentiellement pourraient avoir des consommations électriques encore plus importantes que les normes existantes aujourd'hui, les caméras extérieures thermostatées qui peuvent consommer régulièrement bien plus que 30 watts et qui nécessitent d'avoir des budgets PoE plus élevés, l'affichage dynamique ou encore les systèmes de visioconférence. Dans les évolutions technologiques majeures, une tend à se normaliser et à commencer à apparaître. Elle s'appelle 802.11 AX ou le Wi-Fi 6. Elle est héritée de tous les avantages qui ont été mis en œuvre par la technologie actuellement déployée qui s'appelle le 802.11 AC ou 802.11 AC Wave 2 de son nom plus commun ou Wi-Fi 5, qui travaillait exclusivement sur des bandes de fréquence en 5 GHz, qui comporte beaucoup plus de canaux et beaucoup plus de bandes passantes. On en est venu finalement à non plus déployer des autoroutes Wi-Fi de 2 fois 2 voies, mais de 2 fois 6 voies, par exemple, avec l'obligation d'avoir des antennes intelligentes capables de toucher l'utilisateur de manière beaucoup plus directe et beaucoup moins omnidirectionnelle, avec des débits rendus par antenne ou par flux spatiaux beaucoup plus importants. Jusqu'à 8 antennes au total dans des points d'accès pour des débits pouvant atteindre jusqu'à 3 Go 5. Et il s'avère que cette technologie AC n'était pas la dernière et que le AX ou le Wi-Fi 6 s'approche de plus en plus de nous en cumulant tous les avantages issus du 802.11 AC ou 802.11 AC Wave 2, mais également en reprenant à son compte des technologies héritées de la 4G, des technologies de modulation de fréquence, des technologies de mise en veille sur des réseaux qui ne sont plus sollicités à un instant T, des technologies qui permettent d'éviter les perturbations entre les utilisateurs ou entre les points d'accès les uns avec les autres, ce qui permettra d'avoir une couverture des zones à haute densité de bien meilleure qualité, une meilleure gestion énergétique des points d'accès Wi-Fi, mais aussi et surtout des utilisateurs et des devices qui y sont connectés. Et accessoirement, le AX ne va pas se concentrer uniquement sur l'optimisation de la bande de fréquence de 5 GHz, mais aussi permettre l'optimisation de la bande de fréquence en 2,4 GHz, qui avait été relativement mise de côté avec le 802.11 AC Wave 2. J'en arrive à la 5G parce que finalement, en adoptant un certain nombre de technologies dans le Wi-Fi héritées des technologies mobiles traditionnelles, on a une convergence qui est de plus en plus forte entre les points d'accès Wi-Fi et les technologies mobiles cellulaires traditionnelles, qui sont devenues d'ailleurs des technologies IP également depuis la 4G. Se développe de plus en plus, vous ne pouvez pas l'avoir loupé, le déploiement, ou en tout cas l'approche commerciale d'une nouvelle technologie de 5e génération qui est la 5G, qui elle-même impose 8 exigences de spécifications particulières qui vont permettre de dépasser complètement les usages, les habitudes que nous pouvions avoir. Vous savez, les vidéos qui étaient très longues à charger et sur lesquelles vous aviez de la latence, avec la 5G, vous allez l'oublier. Pour appuyer ce que disait André au sujet des vidéos tout à l'heure, plus de 50% des vidéos consultées sur Internet sont faites à partir d'un terminal mobile. 5G, c'est jusqu'à 10 gigas de débit, c'est-à-dire 10 à 100 fois plus que la 4G ou la 4G LTE qu'on connaît aujourd'hui. C'est une disponibilité, alors pardon, le petit dessin vous ment un tout petit peu, mais de l'ordre de 999%, c'est-à-dire un réseau qui soit toujours disponible partout en tout temps. 100% de couverture du territoire, c'est fondamental si vous voulez qu'une technologie comme celle-ci puisse s'avérer être prise en main par les utilisateurs. Il faut impérativement qu'un maximum d'utilisateurs puissent y avoir accès. 90% de réduction de la consommation d'énergie du réseau, c'est-à-dire un réseau qui est beaucoup plus green en lui-même et qui va permettre aussi d'apporter des économies d'énergie au niveau des devices, puisque les données étant véhiculées beaucoup plus rapidement, la sollicitation du réseau et de la batterie des devices sera beaucoup plus faible. Une durée de vie de batterie qui pourra aller jusqu'à 10 ans pour des appareils IoT, des objets à faible puissance.
Ce qui revient à se poser la question de l'évolution de ce que vont être les technologies longue portée existantes aujourd'hui, LoRa, Sigfox ou Narrowband IoT versus la 5G, puisqu'on apporte finalement une réponse qui était aussi fondamentale pour ces objets connectés, qui est l'économie et la durée de vie de la batterie. Une bande passante beaucoup plus élevée et un nombre d'appareils jusqu'à 100 fois plus élevé par unité de surface de couverture de la cellule en 5G. C'est-à-dire qu'on répond massivement aux usages et aux zones de couverture qui sont extrêmement denses. Les aéroports, par exemple, les zones commerciales, qui sont généralement, ou les gares, qui sont généralement des espaces où la qualité du réseau Wi-Fi peut être un peu problématique. Et puis surtout, c'est, au-delà du débit, une latence quasi inexistante de 1 milliseconde qui ouvre le champ des possibles à absolument n'importe quoi. Dans le déploiement que le Japon s'apprête à faire pour les Jeux Olympiques l'année prochaine, des cas d'usage ont déjà été mis en œuvre. Par exemple, un chirurgien qui se trouvait dans un taxi et qui pratiquait le contrôle, qui pratiquait une opération par le contrôle d'un robot à distance en étant connecté en 5G sans latence. Vous imaginez bien que la moindre latence dans une opération chirurgicale de précision pourrait poser un certain nombre de problèmes. Et bien la 5G va effacer complètement ces problématiques de débit, mais surtout ces problématiques de latence. Et puis pour terminer ce web show sur un cas un peu plus pratique et peut-être un peu plus proche de nous en termes d'usage et de service, avant de vous donner la parole pour quelques questions, imaginons l'intrusion d'un individu armé au sein du bâtiment ou au sein d'un bâtiment qui se trouverait présenter un danger, détecté par des systèmes de vidéoprotection, soit par un opérateur sur une remontée d'alerte, mais aussi par une intelligence artificielle qui pourrait lire et repérer le danger sur les images de vidéosurveillance, qui déclencherait un certain nombre de scénarios, qui pourraient être en premier lieu de évidemment remonter une alerte vers le poste de service, le poste de police locale, qui pourrait être de verrouiller ou déverrouiller des accès par le contrôle d'accès piloté en IP pour ralentir l'individu et essayer de le contenir dans une zone restreinte pour faciliter l'évacuation du bâtiment. Je vous parlais de bien-être et de santé des utilisateurs, ça passe aussi par là. Qui pourrait être de diffuser dans des zones où l'intrus ne se trouve pas des messages de prévention et d'alerte par le système de sonorisation sur IP pour inciter les utilisateurs ou à évacuer ou à rester sur les lieux, et qui pourrait être également de déclencher des systèmes d'urgence jusqu'au niveau des luminaires par l'éclairage intelligent, en allant contraindre les utilisateurs à rester dans une zone en mettant ou en faisant passer les panneaux LED avec une couleur beaucoup plus chaude, rouge, et ou en leur indiquant un chemin de sortie sécurisé, en jouant là aussi sur la couleur du luminaire, mais en ayant une couleur beaucoup plus froide, blanche, pour guider les utilisateurs qu'on sait géolocaliser parce que ces luminaires sont connectés, les guider vers la sortie. Il est temps maintenant de passer à d'éventuelles questions que vous pourriez avoir, ou si vous en avez déjà quelques-unes, passez-les au travers de la fenêtre de chat, et puis on tâchera d'y répondre par ordre chronologique d'arrivée. Voilà. La parole est à vous, ou en tout cas le clavier est à vous pour revenir vers nous, vers André, Benoît et moi-même, si vous aviez plus de questions particulières au sujet de cette présentation. Toujours pas de questions pour le moment. On se laisse encore quelques minutes. Dans tous les cas, et en attendant de vous laisser la possibilité de rédiger vos questions sur la fenêtre de chat, ou éventuellement, si vous aviez des questions ultérieures, n'hésitez pas à le faire sur l'adresse mail que vous voyez apparaître ici à l'écran. Dans tous les cas, nous vous remercions vivement de votre présence aujourd'hui pour cette première session de web show, en espérant que ces différentes interventions aient pu apporter des réponses à vos questions et vous ayez pu y trouver un certain nombre d'informations. Une première question vient à nous. Est-ce que le Selling Box permet de recevoir des matériels actifs, Benoît ? Alors, bonjour Didier. Donc non, je te confirme effectivement, là, le Selling Box est plutôt un point de concentration de services qui va être destiné
à recevoir le câblage essentiellement. Et après, donc, les actifs seront installés un peu plus loin. Au niveau de notre gamme, celui-ci est le premier des produits. Nous allons compléter la gamme après avec d'autres produits qui peut-être seront destinés à recevoir du matériel actif. Alors, une réaction en direct, disant qu'on n'a pas ou peut aborder les dispositifs de switching. Le temps imparti nous étant relativement limité, on a essayé de rester le plus général possible pour que vous puissiez trouver un maximum d'informations. Il aurait été compliqué d'aborder de manière exhaustive la liste de tous les matériels actifs disponibles sur le marché, mais enfin, en tout cas, ce qu'il faut retenir malgré tout de cette présentation au niveau des matériels actifs, c'est que de plus en plus, vous devez aller vers des produits dits manageables, POE, sur lesquels on pourra paramétrer les intelligences et sur lesquels on pourra gérer de manière exhaustive, prioritaire et qualitative l'ensemble des flux qui seront connectés sur le réseau et d'éviter au maximum les produits de switching et de commutation qui sont non manageables. Hein. Encore une fois, désolé, on a essayé d'être le plus large possible dans cette présentation. Et donc apparemment, on a une question également. Bonjour, pouvons-nous envisager que la 5G remplacera le cuivre pour desservir le bâtiment, type SDSL ou autre? Alors là, ça va être une réponse, comme on dit, de Normand. Alors c'est oui et non. Alors il y a eu des investissements quand même conséquents sur les réseaux en fibre optique, hein, et notamment les réseaux jusqu'à l'abonné ou les réseaux jusqu'au bâtiment entreprise. Donc on peut se dire que ce sera un mix des deux en fait. Donc on va avoir demain une couverture des bâtiments pour leurs besoins internes qui sera plutôt en fibre pour alimenter les besoins internes et les opérations dans le bâtiment. Toutefois, la 5G va avoir bien évidemment un impact sur certains verticaux. Et c'est ça aussi qui différencie un peu le déploiement 5G du déploiement précédent en 4G, parce que le déploiement 4G était plutôt un déploiement destiné à donner un accès à un réseau de communication cellulaire aux usagers finaux, c'est-à-dire nous, consommateurs, alors que le réseau de 5G génération est dimensionné à la fois pour absorber les besoins des usagers finaux, mais aussi pour absorber les besoins de certains verticaux tels que les hôpitaux, les aéroports, les gares, certaines entreprises qui nécessitent de pouvoir absorber un certain nombre de communications parce qu'on a un nombre de personnes travaillant sur site qui est assez conséquent. Donc je dirais que la 5G ne va pas remplacer. Elle va forcément prendre une petite part dans les réseaux, mais malgré tout, il y aura un mix technologique entre les réseaux fibrés qui alimentent le bâtiment, les réseaux 5G qui parfois pourront aussi être, je vais dire, réamplifiés dans le bâtiment au travers de technologies qu'on appelle DAS, Distributed Antenna System. Donc, ce sont des systèmes d'antennes distribués qui vont eux aussi travailler sur IP finalement. Donc, c'est-à-dire que quand la 5G va être réamplifiée dans un bâtiment avec quelques bornes qui réamplifient le signal, par exemple, on va avoir une infrastructure en place qui va nécessiter finalement toujours la couche IP et des systèmes de câblage soit en perte hors SAD, soit en fibre optique directement. Donc, pour finir sur cette question, donc, de mon point de vue, il y aura un mix technologique entre les réseaux fibrés, les réseaux cuivre dans le bâtiment et les réseaux 5G. Alors, je reprends la parole de mon côté, donc Benoît, concernant deux questions sur le Selling Box que vous nous avez envoyé. Donc, concernant est-ce qu'on peut cumuler le pôle avec le Selling Box et voir apparaître des boîtiers tiroirs, et également savoir si le Selling Box sera disponible en plusieurs tailles et dimensions. Alors, dans un premier temps, nous répondons sur le modèle qui vous a été présenté avec 4 rues disponibles pour servir effectivement de point de concentration de service. L'adaptation pour recevoir après donc des boîtiers pôles ou alors d'autres dimensionnements, d'autres tailles viendront dans un second temps. Celui-ci est le premier de notre gamme et on travaille actuellement sur des développements pour la suite. Je repasse la main à André qui va pouvoir compléter cette réponse.
Donc oui, pour répondre sur cette question au niveau du pôle, donc pour le moment, le boîtier Selimbox est un boîtier dédié à recevoir des équipements passifs. Tout ce qui est passif au niveau d'une infrastructure pôle, alors pour ceux qui ne connaissent pas pôle, veut dire Passive Optical LAN, donc c'est une infrastructure passive en fibre optique de bout en bout qui permet en fait d'éviter la lourdeur du câblage cuivre. Bien évidemment, les tiroirs splitters qui sont disponibles dans nos gammes peuvent être intégrés dans un Selling Box puisqu'ils sont totalement passifs. En revanche, les équipements qu'on appelle ONT, c'est-à-dire les équipements actifs qui requièrent une alimentation, etc., pour le moment, ne sont pas destinés à être installés dans cette version du Selling Box. Mais comme le dit tout à l'heure Benoît, il y a d'autres développements qui sont en cours autour du Selling Box et notamment un développement autour d'un Selling Box permettant de dissiper les chaleurs produites, par exemple, par les équipements actifs et de les alimenter sur le point de desserte. Alors Benoît à nouveau, je sais pas si tu m'entends. Ok. Donc là, il y avait également donc, deux autres questions qui nous qui faisaient suite encore sur la Selling Box qui était destinée à recevoir du matériel actif. Donc comment est-ce qu'on oriente du coup la distribution vers le matériel actif? Et la suivante également, donc si on permet de rajouter donc dans la gamme du matériel PoE. Donc au niveau du Selling Box, comme je le disais, donc et comme André l'a présenté, on est sur un point de concentration de services qui va permettre de mutualiser l'infrastructure de câblage au sein du bâtiment et de pouvoir après rajouter des connexions de courte distance qui permettront d'atteindre les points de service, les différents actifs installés un peu partout au sein des bâtiments. Donc cette liaison va se faire via un câblage cuivre et va permettre d'accéder donc directement à l'éclairage notamment. Donc là, je repasse la main à Luc qui va vous répondre sur ce point. Alors, une question pertinente de Jonathan, que je remercie d'avoir posée. Avez-vous des produits d'éclairage PoE? Les prix sont-ils abordables? Alors, vous avez vu dans cette présentation des boîtiers de contrôle, quand je vous présentais le smart lighting, vous avez vu des petits boîtiers de contrôle qu'on appelle des nodes, qui sont des boîtiers alimentés ou alimentables en PoE qui permettent de repartir après en alimentation de paires traditionnelles vers des luminaires, vers des wall switch, vers des capteurs par exemple. On travaille sur le développement de cette solution. Je pense qu'on sera en mesure de vous présenter quelque chose de beaucoup plus complet autour du smart lighting à l'échéance du deuxième semestre, à partir de septembre-octobre. Et vous aurez là une proposition complète de valeur sur le smart lighting PoE qui deviendra abordable, notamment parce que sur un même nœud de contrôle avec un port PoE, on sera en mesure d'aller alimenter et rendre intelligent finalement 2, 3, 4 panneaux luminaires différents, ce qui revient à dire qu'avec un switch PoE 8 ports 90 watts sur chacun des ports, on sera à même de piloter une installation de 24, 25 luminaires différents et capteurs. Vivement septembre. Pensez-vous proposer des passerelles KNX PoE? Je vais vous faire une réponse de non normand, non. En tout cas, pas à court terme. Encore une dernière question également. Donc est-ce que le Selling Box sera avantageux à partir de combien d'interconnexions? Donc là, ça va dépendre bien évidemment de votre installation. On sera à même de regarder ça avec vous dans diverses questions. Si vous nous contactez donc à la suite par mail, on sera à même de vous répondre là-dessus en étudiant les différents projets. Ok, donc a priori, nous sommes arrivés à la fin de la session de questions-réponses. Il n'y a plus de nouvelles questions. En tout cas, on vous remercie vivement d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir pris un peu de temps. On sait que c'est pas forcément évident de pouvoir prendre du temps dans sa journée de travail habituellement. Merci encore à vous tous.
Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on vous a remis l'adresse contact@connectis.com. N'hésitez pas à mentionner dans l'email qu'il s'agit d'une suite du web show. Et nous nous efforcerons de vous répondre dans les plus brefs délais. Encore merci. Et je souhaite une bonne journée à tout le monde. Et Benoît, Luc se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne journée et un bon week-end. À bientôt.